Qui seront les entrepreneurs africains de demain? Réponse dans Les Nouveaux Boss, une création originale diffusée à partir de demain, vendredi, sur toutes les chaînes de TV5 Monde et sur notre plateforme TV5 Monde. Plus l'occasion de voir ce soir quels sont les atouts du continent africain, de voir aussi quelles sont les difficultés, les obstacles pour celles et ceux qui veulent innover et qui veulent devenir entrepreneurs. Avec nous pour en parler, Christian Camaillou, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes entrepreneur et leveur de fonds pour des startups. Vous êtes basé en France. Avec nous également Jean-Pierre Godem. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes PDG de Madou. C'est une plateforme de transactions financières. On va voir que c'est un point, une question cruciale quand on veut entreprendre de par le monde et en particulier en Afrique. Et en direct de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, Assalfo. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Chanteur et parolier du groupe Magic System. Je ne sais pas si on doit continuer à vous présenter. Beaucoup vous auront reconnu. Vous êtes l'un des mentors de ce programme Les Nouveaux Boss. Alors messieurs, avant de vous donner la parole, on va regarder la bande-annonce. Qui seront les nouveaux entrepreneurs africains? Réponse donc dans cette nouvelle création originale de TV5 Monde et de WeMake Productions, diffusée tous les vendredis dès demain sur TV5 Monde et sur notre plateforme TV5 Monde+. Ils sont ambitieux. Je veux mettre mon empreinte sur cette planète, devenir le leader. Ils sont innovants. Vous représentez ce que l'Afrique a de meilleur à montrer. Ils sont audacieux. Je pense être un modèle de l'entrepreneuriat féminin. Eux, ce sont les nouveaux boss. On a un concept qui aboutit, rentable. J'espère que je vais pouvoir convaincre le jury. Et pour donner vie à leurs rêves, ils seront coachés par des mentors intransigeants. Vous allez transpirer, mais surtout vous allez grandir. Il ne faut surtout pas se tromper. Qui seront les entrepreneurs africains de demain? Les nouveaux boss sur TV5 Monde. Et c'est Abidjan qui sera la star du premier épisode, la capitale économique ivoirienne. C'est dans cette capitale économique que vous allez sélectionner Assalfo, les 4 premiers entrepreneurs et entrepreneuses qui rejoindront la station. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, artistes, de participer à cette aventure? Et pourquoi c'est important, selon vous, de mettre en avant ces questions liées au partenariat, à l'entrepreneuriat? Écoutez, c'est d'abord tout un honneur pour moi d'avoir été choisi comme mentor de cette émission parce que cela s'inscrit dans cette dynamique aussi de la Fondation Magic System, d'œuvrer à la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique, de permettre à des jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les entrepreneurs naissent de partout, mais après, c'est l'accompagnement qu'il faut, le financement qu'il faut, et faire partie d'une émission qui permet à tous ces jeunes-là de mettre à la lumière leur créativité, mettre à la lumière leurs entreprises. Je crois que pour moi, c'est une belle aubaine et je n'ai pas refusé tout de suite d'accepter cette invitation qui, pour moi, permettra aussi de pouvoir déceler des jeunes talents. Eh bien, restez avec nous, Assalfo. Regorge de beaucoup de talents. Ouais, voilà. Beaucoup de talents. Alors, on va voir avec vous tout à l'heure comment ça fonctionne concrètement. Cette émission, ce concours Christian Camaillou, avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque les nouveaux boss ont beaucoup de conseils à recevoir de tous les deux ici en plateau. Un tel programme peut aider l'entrepreneuriat en Afrique, selon vous? On sait que ça marche beaucoup, les émissions, par exemple, de télé-réalité sur la musique. Ça peut être un bon tremplin, l'humour aussi. Là, ça peut booster? Ah oui, bien sûr. Je pense que une chose est très importante, c'est que on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et l'Afrique est un marché sur lequel il y a énormément d'opportunités. Assalfo a parlé d'une population jeune. Première chose, ce qui est très intéressant avec la jeunesse, c'est qu'elle rime avec innovation, créativité, prise de risque. Et prise de risque. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et positif. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que les caractéristiques du marché africain. C'est un marché sur lequel il y a énormément de problèmes et par définition, un entrepreneur est quelqu'un qui va chercher à résoudre un problème avec une solution innovante et bien sûr en cherchant à être rémunéré pour cela. Donc il y a de la matière. Voilà. Et ce que je peux également ajouter dans le contexte actuel, c'est l'usage des technologies. Les technologies, notamment avec l'usage du téléphone mobile, cela permet de l'agilité, de la rapidité et la capacité de pouvoir proposer un produit au-delà des frontières. Donc, l'Afrique, pour cela, est un marché
qui est identifié comme un marché important d'avenir, et c'est précisément cela qui intéresse les investisseurs. Ouais. L'Afrique est-elle... Alors peut-être un mot d'abord sur ce programme aussi, que vous attendez avec impatience. Vous serez devant la télé ? Oui, totalement. Je serai devant la télé parce qu'effectivement, c'est un programme qui promeut l'entrepreneuriat en Afrique et qui permet aux entrepreneurs africains d'effectivement d'essayer de lever des fonds et d'être mentorés par des gens qui sont déjà de gros cadors dans mentorer, vous avez dit le mot, le mentorat, c'est très important. Quels sont les atouts de l'Afrique et de ses entrepreneurs ? On vient d'en avoir de la part de Christian Camaïeu quelques indices. Et selon vous, quels sont-ils ? Alors, vous deviez ajouter quelque chose. Non, clairement. Alors, en termes d'atouts pour les entrepreneurs en Afrique, le premier que je dirais, c'est qu'il y a quand même un éveil de certains gouvernements pour faciliter, promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Vous avez certains pays en Afrique francophone, spécifiquement sans en citer, qui ont des programmes très intéressants où ils accompagnent en fait les entrepreneurs de la région, soit à lever des fonds, parce que généralement nos gouvernements aussi sont arrivés à lever des fonds de gros partenaires. C'est pas la même force de frappe, citoyens et gouvernement, oui. Effectivement. Donc quand ils font de grosses levées de fonds avec de gros partenaires, c'est plus simple en fait d'investir et de permettre à la jeunesse africaine de pouvoir, une jeunesse africaine qui est déjà d'ailleurs très entrepreneuriale, de pouvoir les aider à bâtir des trucs, à bâtir des business intéressants pour développer l'Afrique. Et on va parler de la finance. J'aimerais juste aussi vous poser une petite question avant qu'elle ne m'échappe. Est-ce qu'il y a une façon différente de se lancer dans le monde des affaires dans un pays d'Afrique francophone ou anglophone ? Je pense que les anglophones bénéficient d'un avantage concernant le financement. La langue anglaise aide. Par exemple, la majorité des investisseurs étrangers qui investissent dans l'écosystème des startups africaines viennent de pays anglophones et en provenance de pays anglophones. Ouais, ça, il y a presque 75% des investissements s'orientent en direction de 4 pays, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ouais. Et côté francophone ? Côté francophone, alors, je dirais que la Côte d'Ivoire s'en sort plutôt pas mal, le Cameroun. Mais bon, ce sont les deux locomotives de cette zone, mais précisément parce que lorsque vous montez une start-up, la taille du marché est importante. La taille du marché est importante, en effet, c'est lié. À Salfo, pour sélectionner les candidates et les candidats, vous serez accompagné de Régis Bamba, qui incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, cofondateur de FinTech Jamo, qui s'est imposé comme l'un des visages les plus influents de la tech ivoirienne et francophone, on vient d'en parler. Et pour compléter, il y a le banquier Jean-Luc Conan, qui a travaillé dans des grandes banques, BNP Paribas, Citibank, Arthur Andersen, ou encore Barclays Bank. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer ? Il va d'abord y avoir ce qu'on appelle un passe d'argent avant que le jury ne puisse pouvoir délibérer. Racontez-nous. Mais déjà, on va écouter chaque talent, parce que moi, je ne les appelle pas des candidats. D'accord. On va écouter chaque talent pitcher sur son projet. On va essayer de voir le contenu de son pitch entre la valorisation de son entreprise et ses attentes. Et après, on va aussi évaluer la pertinence du projet. Est-ce que c'est innovant? Est-ce que ça apporte un plus? Est-ce que ça apporte un changement à la vie des gens? Et voir comment est-ce que ce projet peut apporter un plus au développement, soit de l'Afrique, soit même de son pays d'ailleurs, pour voir dans quel cadre on peut l'accompagner. Parce qu'après, ça ne se fait pas seulement qu'à la sélection des talents. Et après aussi, il y a une autre étape où il y aura un coaching, où il y aura quand même un réajustement sur la manière de piloter le projet. Et puis, donc, ça va se passer sur plusieurs semaines. Nous, les 4 coachs qui venons du Maroc, du Bénin et de la RDC, nous allons nous retrouver pour essayer de coacher ensemble les talents. Et à la finale, nous allons voir avec les investisseurs qui sont les talents qui auront la chance d'être accompagnés. Et au fond, ce qu'il faut retenir dans ce projet, c'est pas forcément l'accompagnement qui va venir de ceux qui vont venir à la finale, mais il y a aussi
tous ces millions de personnes dans des pays francophones qui vont suivre ce programme et qui pourront même aider des projets, même s'ils ne sont pas retenus à la finale. Voilà, c'est toute une émulation, effectivement. C'est pas juste un vainqueur ou une vainqueur. Un point très important, on va parler des difficultés. Il y a notamment les financements. Plus que les financements, ce sont les transactions. Si je suis entrepreneur en Afrique et que je commerce, que j'échange avec d'autres pays du continent européen, américain, asiatique, latino-américain, il faut pouvoir échanger. Et vous, d'ailleurs, vous avez une anecdote. Vous avez voulu aider votre père en Afrique et vous avez perçu qu'il fallait 2 semaines pour qu'il puisse faire ses transferts? Alors, 2 semaines, c'est l'extrême minimum. Hein. Je me rappelle le premier transfert que j'avais aidé l'entreprise familiale à faire, c'était plus de 2 mois et demi. Et on parlait d'un simple transfert, de fournisseurs du Bénin vers la Chine. D'accord. Très simple. Mais c'est extrêmement compliqué. Et quand on prend la jeunesse africaine aujourd'hui, par exemple, en termes d'atouts que la jeunesse africaine a comparé à la jeunesse en Europe ou un peu aux États-Unis, la jeunesse africaine est quand même démunie en termes de tout ce qui est financier. Un jeune les devises, les liquidités notamment. Oui, tout ça, ça rend vraiment compliqué pour la jeunesse de participer à l'économie mondiale. Parce que vous avez trouvé la parade. Oui, on a trouvé la parade. Racontez-nous. Alors, nous aidons en fait les entreprises, qu'elles soient globales, à faire leurs transactions de façon internationale. Et on met l'accent sur l'Afrique francophone parce que, évidemment, il y a beaucoup plus de problèmes en Afrique francophone que dans d'autres régions de l'Afrique, par exemple. Donc, c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir aider les économies africaines et les dynamiser et permettre une globalisation et permettre la facilitation du commerce. C'est instantané, ces transferts, ces transactions? Non, ça ne peut pas être instantané, mais en contrepartie, on a des délais extrêmement bas comparés. En moins de 24 heures, toutes nos transactions sont finalisées. Parmi les difficultés, celle-ci, elle est importante, vraiment? Oui, bien sûr. Des difficultés concernant les transactions financières et l'inclusion financière est très importante. Pour une raison simple. D'ailleurs, la majorité des investissements s'orientent vers ce qu'on appelle les fintech, les sociétés innovantes dans le domaine de la finance. Parce que dans une économie marchande, si vous voulez commercer, il faut pouvoir payer. Et donc, le système bancaire étant insuffisant, voire défaillant dans certains pays, beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés dans la création de sociétés innovantes et proposent des services financiers extrêmement performants. Mais je pourrais rajouter, en termes de difficultés, il y a des difficultés au niveau des infrastructures en Afrique. Si vous, par exemple, vous avez des difficultés, s'il y a des insuffisances logistigiques, des insuffisances sur le domaine des télécommunications, s'il y a des insuffisances dans d'autres domaines, cela crée un certain nombre de barrières et le coût et l'investissement que vont mettre les entrepreneurs pour mettre en œuvre leurs projets s'avère souvent bien plus élevé que dans d'autres zones. Tout à l'heure, vous parliez des gouvernements, des efforts faits par certains gouvernements. Pour autant, c'est très bien quand on parle d'entrepreneuriat, c'est valable en France, en Belgique notamment, un peu partout en Europe. Cela dépend des endroits du monde, mais la bureaucratie, est-ce que la bureaucratie est un obstacle de l'administration à l'entrepreneunariat? Mais bien sûr, de manière générale, on peut parler de la réglementation et du climat des affaires. Alors, lorsque... Après, il faut bien un cadre quand même. Oui, bien sûr, mais lorsqu'un entrepreneur s'implique dans son projet ou un investisseur investit sur un projet, ce dont ils ont horreur, c'est de l'incertitude. L'investisseur n'aime pas l'incertitude. Lorsque vous entreprenez dans un projet, vous avez besoin d'avoir une vision à long terme. Mais si la réglementation change, les réglementations changent, la fiscalité est compliquée dans un pays, et si vous, par exemple, vous lancez une start-up au Cameroun et que vous voulez vous développer dans d'autres pays, à chaque fois, vous devez adapter votre modèle aux pays voisins. Et cela est en effet beaucoup plus compliqué parce que les marchés sont très fragmentés. Ça faut une réaction peut-être à ce qu'on entend. Je vous voyais réagir. Oui, j'ai entendu parler
de l'approche qu'on pourrait avoir par rapport aux démarches administratives, par rapport à la bureaucratie. Ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous nos États ont pris conscience que l'avantage démographique que l'Afrique a à avoir plus de 70% de sa population qui est jeune demande à ce qu'on revoie et qu'on crée même un cadre pour pouvoir mettre en place une nouvelle manière de voir les choses, parce que le climat des affaires, tant que le côté légal, le côté juridique, le côté administratif n'est pas fluide, ça n'encourage pas les investisseurs à venir. Donc je crois que autant l'Afrique peut avoir pour atout sa jeunesse, autant aussi au niveau des réglementations, au niveau des démarches, il doit avoir une facilité. Donc il faut avoir une volonté politique pour accompagner toutes ces œuvres-là. Et puis, on a parlé de l'Afrique qui se réveille technologiquement. Et tous nos États sont en pleine transition technologique, ce qui fait qu'il y a une floraison des startups qui existent et qui attendent aussi un accompagnement. Mais avant l'accompagnement, il faut une bonne réglementation. Voilà, une bonne réglementation. Vous avez parlé de start-up, donc beaucoup d'espoir, de challenges et de défis, en particulier aussi pour les PME, parce qu'on parle d'entrepreneuriat. C'est pas juste un homme ou une femme seule. En général, ce sont quand même des équipes et souvent des très petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, cher boss, j'ai envie de dire. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Les élections se poursuivront, je ne l'ai pas précisé, dans les épisodes 2, 3, 4, tournés à Kinshasa, en RDC, Cotonou au Bénin et Casablanca au Maroc. Mais en attendant, c'est donc Casablanca. Eh bien, Salfon, on regardera ça avec attention dès demain sur les antennes de TV5 Monde et sur notre plateforme TV5 Monde Plus. Ça s'appelle, je vous le rappelle, Les Nouveaux Boss. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.